Bonjour, donc bienvenue sur ce webinaire d'échange sur la VAE validation des équipes d'expérience avec Monsieur Bardot, Bruno Bardot, qui est chargé de certification régionale à l'AFPA. C'est bien ça, Monsieur Bardot? Oui, oui. Voilà. Donc merci en tout cas d'animer cet échange avec les professionnels de la VAE concernant l'accès au titre du ministère du Travail par la validation des acquis de l'expérience. Donc, un petit rappel des principes de ce webinaire. L'objectif est un échange. Donc, n'hésitez pas à intervenir tout au long de ce webinaire à travers avec le chat. Donc, sur le chat en haut à droite, vous posez des questions avec entrée et nous essaierons du coup avec ma collègue justement Bernadette Lostalo qui se trouve à côté de Monsieur Bardot de retranscrire vos questions, en tout cas, par rapport à cet échange-là. Ce webinaire fait suite au précédent, le mois dernier, d'échanges avec la DGEFP, le ministère du Travail, sur un aspect un petit peu plus juridique, et là, le lien, donc, du coup, avec les titres du ministère du Travail. On est sur un format d'une heure, on terminera à 15 heures maximum. Donc, merci Monsieur Bardot. Donc, c'est à vous, en tout cas, sur la présentation, l'échange concernant les titres de ministère du Travail, donc pour l'AFPA, concernant ces rendez-vous donc réguliers avec les différents professionnels de la VE, organismes certificateurs et accompagnateurs. Monsieur Bardot, allez-y. Alors, voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter donc les titres du ministère du Travail. Alors, une chose bien importante dès le départ, c'est que c'est l'AFPA qui élabore l'ingénierie du ministère du Travail, mais ce sont bien les titres du ministère. En fait, si vous voulez, l'AFPA est le bureau d'études du ministère. Mais ce sont les titres du ministère comme ce sont les diplômes de l'éducation nationale. Pour le ministère du Travail, on dit titre parce que c'est le terme qui a été choisi. Donc, on parle de diplômes nationaux inscrits au RNCP et l'ingénierie que nous faisons. Alors, on a environ 150 personnes chez nous qui travaillent là-dessus. Elle est basée sur l'analyse du travail. C'est-à-dire, c'est le découpage en fait des emplois, disons, représentatifs en activités. En général, on découpe en 2, 3, 4 activités et les activités elles-mêmes sont découpées en compétences. D'où un document qu'on présentera après, le référentiel emploi, activité, compétences. Alors, une chose importante pour les personnes qui travaillent sur la VAE, c'est que il faut savoir que ces titres, ils vivent, ils évoluent régulièrement. En général, ils ont une durée de vie de 5 ans qui sont fixés par arrêté ministériel, mais il peut arriver que cette durée de vie soit inférieure. Il peut aussi arriver que un titre soit prolongé d'1 an ou de 2 ans, par exemple. Donc ça, c'est une actualité que, avec mes collègues, on suit de très près. Et évidemment, on est à votre disposition pour vous donner des éléments. C'est important pour la VAE parce que, par exemple, quelqu'un qui voudrait se présenter un titre qui arriverait en fin de vie, pourrait avoir soit obtenir l'ancien titre, ce qui n'est pas toujours favorable, soit avoir des difficultés à se présenter à un titre nouveau où il y a de nouvelles compétences. On pourra approfondir ça un petit peu tout à l'heure. Alors après, une chose très importante, c'est que dans notre système, les modalités d'évaluation sont très concrètes. On va en parler, elles reposent essentiellement sur ce qu'on appelle des mises en situation, ce qui veut dire que le dossier professionnel que les référents VAE préparent avec les candidats, ou plutôt qu'ils aident les candidats à le préparer, est d'une importance beaucoup moins significative que ce qu'on peut voir à l'éducation nationale. C'est d'abord la mise en situation qui va compter pour les jeunes
jurys qui sont des professionnels du métier. Cinquième élément important, c'est que nos titres sont faits d'unités capitalisables et qui s'appellent des certificats de compétences professionnelles, les CCP. Et ça veut dire qu'un candidat qui se présenterait à la VAE pour le titre peut ressortir de l'examen en ayant obtenu seulement 1 ou 2 CCP. Et ça lui donne la possibilité de revenir plus tard, peut-être après s'être perfectionné, pour finir d'obtenir son titre. Donc, c'est jamais perdu, quoi, voilà. Les jurys professionnels, j'en ai parlé. Tous les jurys sont des professionnels du métier auxquels on donne une formation. Ça fait partie de mes fonctions aussi. Une formation à l'évaluation avec une évaluation très, très critériée. En général, ils ont une quinzaine de compétences à évaluer une par une. Il n'y a pas de notes, c'est une évaluation tout ou rien. Et l'état d'esprit dans lequel on travaille, et puis d'une manière générale du ministère du Travail, c'est, je dirais, la bienveillance et l'esprit de réussite. Et pour les candidats à la VAE, eh bien, ça veut dire que le rôle des gens qui les conseillent, eh bien, c'est d'essayer de les présenter, on va dire, pas à coup sûr, mais en maximisant les chances de réussite. En général, on est entre 80 et 85% de réussite totale aux examens. Et c'est vrai dans tous les organismes. Monsieur Bardot, donc du coup, vous avez parlé des CCP, donc des certificats de compétences professionnelles. Par rapport à l'évolution, l'organisation en bloc de compétences, qu'est-ce que ça change véritablement au niveau pour les titres du ministère du Travail par rapport au CCP et les blocs de compétences? Ça revient à ça. On peut dire que les CCP sont des blocs de compétences. Nous, on parle d'activités significatives. L'idée des commissions professionnelles qui construisent les titres avec nous, c'est qu'un bloc de compétences, donc une activité matérialisée en termes de certification par les CCP, eh bien, est une unité de compétences qui est utilisable sur le marché du travail. Je vous donne un exemple concret, agent de propreté et d'hygiène. C'est un titre qui a 2 CCP. Le premier, c'est de faire du nettoyage avec des techniques manuelles et le deuxième avec des techniques mécanisées. On peut penser qu'en utilisant uniquement des techniques manuelles, on peut quand même trouver du travail. On passe à la diapositive, le slide suivant, c'est ça? Voilà, donc je vais la passer rapidement s'il n'y a pas de questions à ce stade. Ça, c'est une diapositive qui présente en fait comment est faite l'ingénierie de certification des titres du ministère du Travail. Donc nos ingénieurs de formation, les 120, 150 personnes dont je parlais tout à l'heure, réunissent régulièrement des professionnels, représentants employeurs, représentants syndicaux, et réalisent ce qu'on appelle une veille sectorielle, c'est-à-dire une analyse de comment évoluent les métiers dans notre pays. Et à partir de cette veille sectorielle, donc qui est un premier niveau par grand secteur professionnel, ils identifient des métiers qui sont représentatifs, donc qui ont un certain poids dans l'économie, et ils les analysent, ce qu'on appelle l'analyse du travail. Et c'est le document dont je parlais tout à l'heure, le référentiel emploi, activité, compétences. Donc il faut le voir comme une arborescence, l'emploi étant le tronc de l'arbre, l'activité qui correspond au certificat de compétences professionnelles dont on parlait tout à l'heure, ce sont les 2, 3, 4 grosses branches. Et puis le C, ce sont les compétences qui se raccrochent à chaque grosse branche. Donc au total, ça fait une quinzaine, une vingtaine, ça dépend des titres, hein, ça dépend de ce qu'on trouve dans la réalité. Ça fait une quinzaine ou une vingtaine de petites branches. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau. Et après, à partir de là, il y a un deuxième document qui est réalisé par nos ingénieurs, qui est le référentiel d'évaluation. Alors avant, on disait référentiel de certification, c'est la même chose, hein, qui est le document, alors qui est précieux pour les personnes qui travaillent sur la VAE, c'est le document qui explique comment on valide
les compétences et en gros comment se passe un examen, avec quel matériel, dans quel type de locaux. C'est un document qui fait en général une vingtaine, une trentaine de pages et qui explique ça de manière assez approfondie. Le REAC et le référentiel d'évaluation sont totalement disponibles sur le site du ministère du Travail ou sur le nôtre. Donc, toutes les personnes ici présentes peuvent y avoir accès. Et alors après, le dernier document qui est en bas, en gros, si vous voulez, c'est le sujet d'examen. On appelle ça un DTE, un dossier technique d'évaluation. C'est le sujet que l'on donne au jury et aux candidats le jour de l'examen. Alors ça, évidemment, ces documents-là ne sont pas publics. Voilà, donc vous avez je dirais la manière dont est structurée notre activité d'ingénierie, depuis la partie la plus générale, la veille sectorielle, jusqu'à l'aboutissement qui est le sujet d'examen lui-même, qui s'appelle le DTE. Quand il n'y a pas de questions, je suis inquiet. N'hésitez pas à intervenir sur le déroulé, mais c'est vrai que le déroulé, en tout cas la présentation est assez claire sur l'organisation. Voilà, n'hésitez pas à intervenir, poser des questions là avec le chat. On essaiera du coup de vous interrompre là, par rapport à ces questions-là. Donc la suite, comme vous l'avez dit, donc c'est le lien vers le REAC, effectivement. On ne pourra pas faire la démonstration là aujourd'hui, mais le diaporama présenté sera accessible, vous sera donné, et donc vous pourrez effectuer bien sûr le lien vers les différentes ressources, et peut-être d'autres ressources que le diaporama en lien sur les titres. Voilà, donc là on était un peu dans les généralités. On va rentrer maintenant dans les choses un petit peu plus techniques. Alors, il faut que vous sachiez que l'AFPA a une mission nationale de service public en direction du ministère en charge du travail. Et donc, le ministère nous demande de réaliser un certain nombre de prestations qui, pour les demandeurs d'emploi, sont toutes gratuites, et pour les salariés, certaines le sont, d'autres pas. Je vais vous le préciser. Les 3 premières prestations que vous voyez à l'écran sont gratuites, quels que soient les publics. Donc, nos référents VAE animent des réunions d'information collective. Alors, je dirais qu'ils sont complémentaires par rapport à celles que font les PRC, puisque nous, en fait, on a plus de temps pour rentrer un peu plus dans les détails de chaque titre, et puis pour bien expliquer aux gens comment va se passer le processus de VAE. Après, nous avons une prestation d'instruction technique de validation. Ça, c'est un acte métier par lequel on conseille au ministère du Travail de donner la recevabilité à un candidat qui veut se présenter à la VAE. En fait, si vous voulez, le ministère nous délègue l'étude de la possibilité d'une personne de se présenter à la VAE pour, a priori, disons, réussir. Alors ça, c'est un acte technique qui est, on va dire, en grande partie administratif et juridique. Et il est complété par un acte de positionnement qui, lui, est plus pédagogique, où il s'agit de mesurer les écarts entre les compétences de la personne qui se présente à la VAE et les compétences qu'il lui faut réunir pour obtenir son titre et pour réussir l'examen. Alors, je sais que dans l'assistance, il y a des gens d'Axis, j'ai vu ça. Je sais que certains d'entre eux utilisent ces prestations pour, en fait, consolider le dossier et pour essayer, disons, que les bénéficiaires, les candidats, aient un maximum de chances de réussite. Voilà. Après, alors j'ai mis l'accompagnement, mais avec 3 grosses étoiles. Les 3 grosses étoiles, ça veut dire que ce n'est pas une prestation que nous faisons pour le ministère. C'est une prestation que nous faisons pour des salariés. Et pour ce qui est des demandeurs d'emploi, dans notre région, le conseil régional
a lancé, c'était en début d'année dernière, un appel d'offres pour réaliser des accompagnements. Et donc, nous, AFPA, on a été retenus pour toute la région du Limousin et pour le département de Charente et Charente-Maritime, pour ce qui est de l'ex-région Poitou-Charentes. Et dans les autres régions, ce sont d'autres organismes comme Axis et Accessible qui ont été retenus. Donc ça, j'ai hésité à le laisser dans mon diaporama avec le titre ministère. Ce n'est pas une prestation pour le ministère, c'est une prestation pour les demandeurs d'emploi au conseil régional. Et pour ce qui est des salariés, ça demande en général un financement auprès des OPCO ou autres. Et pour terminer, donc il nous reste 2 prestations. Il y en a une qui est la préparation technique à la validation, et puis après l'examen. Alors la préparation technique à la validation, c'est important. Ça consiste en fait à ce que la personne puisse reconnaître le terrain, voir où va se passer l'examen, et dans certains métiers techniques, à commencer à manipuler les machines, les outils dont elle aura à se servir le jour de l'examen. L'idée, c'est que la personne, le jour de l'examen, elle doit arriver dans un environnement qu'elle connaît. Vous voyez, qu'il n'y ait pas de surprise. C'est très important pour rassurer les gens. Cette prestation est gratuite pour les demandeurs d'emploi et payante, par contre, pour les salariés. Et puis, pour finir, l'examen. Donc, ça, on va y revenir sur les modalités d'évaluation un peu plus en détail. Un examen peut durer entre une journée et 3, maximum 4 jours. Il est gratuit pour les demandeurs d'emploi et demande un financement pour les salariés. Quelle est la durée approximative en fonction sur la préparation technique à la validation? Ça prend combien de temps? La préparation technique à la validation, ça dépend en fait des besoins des candidats. J'ai envie de vous dire qu'on laisse les candidats la durée qui leur va bien pour qu'ils se sentent à l'aise avec les locaux, les matériels. Généralement, c'est entre une demi-journée jusqu'à 2 jours pour des formations avec des machines très complexes. Je pense à l'usinage, par exemple. Une précision sur les réunions collectives. Du coup, on a les différentes dates. Vous avez transmis les différentes dates. On a un calendrier, mais en fait, on est sollicité aussi par le flux, je dirais, et nos référents VAE reçoivent des fois les gens. Vous savez, en VAE, on n'a pas toujours 10 personnes qui se pointent en même temps pour faire de la VAE. Donc, ça nous arrive souvent de recevoir les gens en individuel ou par petits groupes de 2, 3. On adapte le calendrier en fonction des besoins, quoi. Sur les dates qui nous ont été transmises, du coup, on pourra le mettre dans la bibliothèque sur les éléments complémentaires, en tout cas, à cette présentation-là. On sait tous ce que c'est. On donne des dates et puis parfois sur les dates qu'on prévoit, il n'y a personne. Et puis après, en urgence, il faut organiser une réunion sur une autre date, quoi. On s'adapte, on a l'habitude. Une question bien sûr importante pour les conseillers, c'est la question des coûts. C'est quoi le coût, j'imagine, de l'accompagnement, puisque après vous avez précisé pour les demandeurs d'emploi, les différentes phases étaient gratuites. Alors la question aussi, c'est que c'est gratuit pour les salariés. Quel est le coût? J'imagine que ça dépend des différents titres. Alors pour les demandeurs d'emploi, donc on est bien d'accord que tout est gratuit. Pour les salariés, l'expérience qu'on a, c'est que généralement, les OPCO donnent un cadrage. Et ce cadrage, il est plus ou moins entre 1 200 et 1 800 euros. Je suis un peu en peine pour répondre précisément parce que vous savez qu'en ce moment, le paysage bouge beaucoup. Et puis, les gens peuvent mettre leur CPF pour participer au financement. Mais en gros, voilà, en moyenne, on est sur 1 600 euros. Et là-dedans, il y a l'accompagnement, la PTV ou pas. Il y a pas mal d'OPCO qui ont un peu de mal à financer la PTV et l'examen lui-même.
La traduction de APTV, c'est... Pardon, la préparation technique à la validation. D'accord. Et une question, effectivement, mais je crois que vous avez répondu, sur l'instruction technique de validation, c'est bien l'étude de recevabilité, c'est bien ça? C'est l'étude de la recevabilité. En fait, le ministère soit le ministère nous envoie les candidats, mais la plupart du temps, les gens nous sont adressés soit par les PRC, soit on a aussi un flux direct qui est important. Et l'instruction technique de validation, c'est l'acte métier où on aide le candidat à remplir son dossier CERFA pour le ministère et on donne un avis argumenté au ministère en disant ben voilà, cette personne a suffisamment d'expérience professionnelle, son expérience couvre l'ensemble des compétences, on vous donne un avis positif. Mais on peut aussi donner un avis négatif, que le ministère suit ou pas d'ailleurs. Quand on donne un avis positif, on est en général suivi. Quand on donne un avis négatif, parfois le ministère considère que juridiquement, la personne peut se présenter, alors avec peut-être des besoins de perfectionnement, de formation. Maintenant, depuis 2-3 ans, on peut en parallèle à l'activité de VAE pure que j'ai présentée là, faire financer des actions de formation courtes, du genre 3 semaines, 1 mois, pour combler des écarts qui feraient que la personne ne pourrait pas réussir l'examen. Alors, je crois qu'il y a une question sur un cas particulier, mais donc sur ça concerne l'AFPA de Limoges pour répondre à une personne qui veut participer à un jury pour le titre de formateur pour adultes et qui formule une demande donc depuis plusieurs mois. Donc après tout va dépendre, j'imagine que la date du jury de formateur d'adultes. En tout cas, il y aurait de la part il y aurait une demande, une personne qui souhaiterait en tout cas participer au jury. Oui, je crois que je connais ce dossier. Je suis intervenu pour essayer de trouver une place. On a un peu de mal avec formateur professionnel d'adultes parce que c'est à la fois un métier où on a beaucoup de candidats stagiaires par la formation et on a aussi beaucoup de demandes de VAE. Donc les places sont chères. Alors c'est Noéline Genet là qui fait cette demande. Moi je suis à votre disposition parce que j'en ai discuté avec les collègues de Limoges. On va essayer de trouver une solution, mais c'est vrai que le monde est mal fait. C'est souvent sur les mêmes formations, on a toutes les demandes en même temps, quoi. Très bien. Donc passer le slide suivant, c'est ça, sur Oui, VE. il y a pas de question apparemment tout de suite. Alors là, on rentre dans l'examen lui-même. Alors j'ai coutume de dire que quand on forme les jurys, je leur dis que en gros, on leur donne des projecteurs qui sont braqués sur l'artiste qui est sur la scène, l'artiste étant le candidat, quoi. C'est un peu comme un crochet là qu'on voit à la télévision. Et donc pour ce qui est de la VAE, les jurys ont à leur disposition 3 gros projecteurs. En fait, ils sont pas tous de la même taille. Donc c'est ce que j'ai voulu mettre dans mon diaporama, c'est que en gros la taille de caractère est proportionnelle à l'importance de l'évaluation qui va être faite. Ce qu'il faut bien comprendre dans le système du ministère du Travail, c'est que généralement, la mise en situation permet de valider une grande partie des compétences, voire même la totalité, et que si la mise en situation est réussie, les jurys regardent à peine le dossier professionnel et l'entretien final est une formalité. À l'inverse, si la mise en situation est un petit peu défaillante sur quelques compétences, le jury bienveillant va questionner le candidat en s'appuyant sur son dossier professionnel et il va essayer de le repêcher. Il va essayer de trouver les compétences autrement.
Ça peut marcher s'il manque 2, 3 compétences. Mais s'il en manque plus de la moitié, le dossier professionnel ne rattrapera pas la personne. La mise en situation est le projecteur le plus important. Ça, c'est capital. La deuxième chose au sujet du dossier professionnel, c'est que pour les titres du ministère du Travail, à la différence de l'Éducation nationale, c'est un document qui est assez succinct. C'est un document qui fait une dizaine ou une douzaine de pages. Et de vous à moi, c'est le travail personnel du candidat, mais il peut être fait, il peut se faire aider par quelqu'un. Il y a plusieurs manières de faire son dossier professionnel. Quand je forme les jurys, je leur dis souvent que moi, je suis aussi ingénieur de formation dans l'aide à domicile et je pourrais très très bien me présenter à la VAE et faire un très très bon dossier professionnel. J'aurai certainement un des meilleurs dossiers que les jurys pourront voir. Mais le jour de l'examen, quand il faut aider une personne âgée handicapée à sortir d'un lit médicalisé et à la mettre sur un fauteuil roulant, ben là, moi, je ne sais pas faire. Donc, vous voyez, vous avez vraiment là toute la différence entre quelqu'un qui sait faire quelque chose et quelqu'un qui sait en parler. C'est pour ça que les dossiers professionnels, bon, ils sont obligatoires le jour de l'examen, mais ils ont une importance très relative. J'ai des jurys qui me disent, bon, on les feuillette, mais si la personne a réussi la mise en situation, bon, ben voilà, on va pas aller beaucoup plus loin, c'est pas la peine. Et puis pour finir, il y a l'entretien final qui clôture en fait l'examen. L'entretien final ne mesure aucune compétence du référentiel. C'est vraiment le dernier moment où un candidat qui est un petit peu juste peut se rattraper. Mais en aucun cas, ça remettra en cause les résultats de la mise en situation si elle est excellente. Donc ça, voilà, je voulais vous aborder ça pour que c'est peut-être très clair pour tout le monde, parce que c'est pas du tout le même schéma que celui de nos collègues de l'Éducation nationale. Un commentaire de remarque, il est souvent demandé un autre dossier quand il n'y a pas de mise en situation que le dossier professionnel, donc le livret 2, et qui a son importance. Est-ce que vous confirmez cette situation de demander d'autres choses, un autre dossier? Alors ça, je peux y répondre en passant à la prochaine diapositive. Voilà. Donc, j'ai abordé la mise en situation professionnelle. Donc, dans notre système, c'est l'appréciation directe de la majorité, voire même de la totalité des compétences. Alors, cette mise en situation, en fait, elle peut avoir des modalités un petit peu différentes. La plupart du temps, par exemple, dans le domaine du bâtiment ou de l'industrie, c'est une réalisation effectuée pendant la session d'examen. C'est vrai aussi, par exemple, en secrétariat, en comptabilité. Ça ressemble un petit peu à une personne qui viendrait travailler une journée dans une entreprise et qui ferait une sorte d'essai pendant la journée, quoi. Voilà. Ça, c'est la modalité, je dirais, la plus fréquente. Mais on peut avoir aussi une modalité où il s'agit de présenter une réalisation effectuée préalablement à la session d'examen. On voit ça, par exemple, pour des développeurs informatiques, où ils présentent au jury un projet informatique qu'ils ont élaboré, parce que, en fait, si vous voulez, un projet informatique, ça se fait pas en une journée ou en 2 journées. Il faudrait faire un examen qui dure très 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 longtemps. Donc ça, c'est pas possible. Donc en fait, le candidat présente un dossier qu'il a travaillé longtemps avant et que les jurys étudient avant de le recevoir. Pareil, par exemple, on parlait tout à l'heure de formateurs professionnels d'adultes. Les candidats vont avoir à présenter des dossiers pour montrer leurs compétences au jury. C'est une modalité qui est surtout qu'on pratique surtout dans les formations au-dessus du niveau bac, au-dessus du niveau 4. Alors, j'ai beaucoup de mal avec les niveaux qui ont changé. Donc, les formations de niveau 3 maintenant. L'avantage du niveau 4, c'est que lui, il n'a pas changé. Ça, c'est toujours très bien. Donc, ça, c'est une deuxième modalité de mise en situation. Et de plus en plus, la mise en situation est complétée par un entretien technique
Alors l'entretien technique, c'est un entretien qui en général se passe dans l'atelier, par exemple, pour ce qui est de l'industrie et du bâtiment, et où le jury, sur, par exemple, la chaudière sur laquelle le candidat est intervenu, le jury demande au candidat comment il a fait, pourquoi il a choisi de commencer par tel acte métier plutôt qu'un autre. C'est vraiment un entretien qui se passe sur le site. Voilà. Et parfois, on a aussi des questionnaires de type QCM, notamment pour évaluer des connaissances, par exemple, sur le plan réglementaire. Voilà, c'est la moins mauvaise manière d'évaluer. Mais tout ça, ça fait partie de la mise en situation dans la manière dont on le conçoit, nous. Et donc, cette mise en situation, comme je le disais tout à l'heure, elle est préparée par la préparation technique à la validation. Parce qu'une des raisons pour lesquelles parfois on a des échecs, c'est que les gens ont du mal à visualiser comment va vraiment se passer l'examen. Il ne faut pas qu'ils croient que ça sera derrière une table avec un stylo, quoi. On leur demande de venir en tenue de travail, dans le bâtiment, dans l'industrie, avec leurs chaussures de sécurité, voire des lunettes de sécurité. Voilà, c'est comme s'ils faisaient un essai chez un employeur. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, je crois que... Donc après, il y a le dossier professionnel. Donc c'est vrai que le dossier professionnel, ça fait partie des activités des accompagnateurs VAE. Hein, ils le préparent avec les personnes. Il y a quelques années, on a réuni une quarantaine de jurys qui venaient un peu de tous les métiers. Et on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez trouver dans les dossiers professionnels. Et la réponse des jurys, c'était de dire, attendez, quand on a 12 candidats, nous, ce qu'on veut trouver dans les dossiers professionnels, c'est très rapidement les compétences qu'on y cherche. Donc, ils nous ont dit, on ne veut pas 10 000 photos, on ne veut pas un roman, on veut un document de 10, 12, 15 pages maximum, et on veut pouvoir savoir qu'à la page 5 va être abordée la compétence 2 du CCP 1, parce que c'est cette compétence-là qu'on n'a pas vue en mise en situation, et on veut voir et questionner la personne là-dessus. Donc, on a un dossier professionnel qui est structuré exactement de la même manière que le référentiel, donc découpé en activités et en compétences, et qui est assez synthétique, 10-12 pages, où le jury peut rapidement trouver, ou pas d'ailleurs, les compétences qu'il cherche. Alors évidemment, c'est un travail que chaque candidat fait. Alors, pour ce qui est de la VAE, on va dire que les dossiers professionnels ont un petit peu plus de poids que celui des candidats par la formation. Parce qu'en général, les candidats VAE ont plus de choses à y mettre que les candidats qui ont fait une formation. Ils ont tous fait la même formation, donc leurs dossiers professionnels sont assez similaires. Alors, vous trouverez sur Internet des vidéos qui présentent le dossier de manière un peu plus détaillée. Et sur le PowerPoint qu'on vous projette, là, le DP en 10 points, ça déclenche une vidéo YouTube. Oui, il y a des documents de vidéo qui sont bien faits, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce qui a été abordé sur le dossier professionnel ou autre? Non. Bon, c'est très clair. Donc, C'est gentil. Voilà. Puis l'entretien final, donc là, j'ai moins de choses à vous dire. Hein. Il est obligatoire pour clôturer la fin de la session d'examen. Voilà, donc il est vraiment à la fin de l'examen. Il permet au jury surtout de vérifier que le candidat a une vision globale, une bonne représentation du métier, quel qu'en soit le contexte de l'exercice, qui commence à avoir la culture professionnelle. Mais encore une fois, quand je forme les jurys, je leur explique que c'est pas lors de l'entretien final qu'on met en cause ce qui a été évalué dans les mises en situation. Faudrait vraiment que le candidat raconte quelque chose de spectaculaire. Vous savez, l'entretien, c'est ce qu'on pratique tous quand on recrute, mais c'est la modalité d'évaluation la moins valide de toutes. Hein. C'est pas en entretien qu'on évalue facilement une personne.
l'entretien est une modalité d'évaluation extrêmement biaisée. J'avais une question, enfin, sur ce qui a été présenté précédemment. Est-ce que c'est facile enfin, facile. Euh, c'est pas évident, effectivement, d'organiser des jurys, surtout avec du matériel sur l'organisation de plateaux techniques. Est-ce que sur les différents titres, sur quel titre vous avez peut-être le plus de difficultés pour organiser les mises en situation sur un plateau technique ou autre? Qu'est-ce qui vous pose Alors, le plus de difficultés? la première chose, c'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour tous les organismes de formation agréés par le ministère du Travail, c'est que nous n'avons pas des plateaux techniques pour réaliser tous les examens partout. Même par exemple sur Bordeaux, où on a 3 centres AFPA et un centre tertiaire, un centre industrie et un centre bâtiment, nous n'avons des agréments que pour une soixantaine ou peut-être, oui, 70 titres, ce qui est déjà pas mal. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire passer les autres. Alors, si on nous sollicite, moi, mes collègues ou les référents, il faut que les coordonnées de tout le monde apparaissent bien hein, pour les personnes qui sont ici. On peut vous aider à vous y retrouver, je dirais, dans la complexité de notre système. On peut même vous indiquer des organismes agréés qui sont plus proches des fois que les centres AFPA. Puisque ça, c'est quelque chose c'est une information qu'on peut avoir dans CERES, qui est le logiciel du ministère du Travail. Et effectivement, on ne peut pas faire des examens partout. Oui. Alors pour un référent VAE, ça peut être très important hein, comme information parce que il y a certains métiers qui ne se font que dans 2, 3 ou 4 centres de formation dans toute la France. Donc le candidat, c'est quelque chose qu'il faut lui dire dès le départ en disant voilà, vous voulez faire horloger, par exemple, c'est un titre hein, qui existe. Ça risque de se passer à Besançon. Hein. Concrètement, pour avoir l'information sur l'organisation des jurys, donc pour des conseillers PRC, toute l'information. Alors, il y a des offres, il y a afpa.fr, hein, qui est notre site internet. Et bon, des fois, ça suffit. Mais si vraiment c'est pas suffisant, bon, un petit mail, on essaiera de vous conseiller. Hein. Sur les différents territoires, mais Sur les différents territoires, sur les examens qui existent, sur les dates possibles. Sachant que si vous voulez, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, AFPA, c'est un univers qui change de plus en plus. Avant, on avait un système de formation qui était, je dirais, très stable. D'une année sur l'autre, on savait qu'on allait refaire l'année d'après le titre de maçon ou d'agent de propreté et d'hygiène. Maintenant, avec les appels d'offres, si vous voulez, ça arrive que pendant 6 mois, on arrête une formation et on la redémarre après, ou quelquefois, c'est un autre organisme qui la démarre et réciproquement. et effectivement, donc témoignage, hein, merci hein, d'intervenir, poser des questions et de témoigner. Donc là, il est difficile d'obtenir des dates d'examen, effectivement, hein, surtout parce que le candidat n'est pas stagiaire de l'organisme de formation. Quant aux demandes de plateau technique, en dehors de l'AFPA, les organismes de formation rejettent nos demandes. Voilà le type de remarque. Donc c'est pas évident, effectivement, pour les conseillers et les conseillères PRC d'avoir toutes les informations. C'est jamais évident. En fait, ce qui se passe, c'est que le candidat VAE, souvent, il va s'ajouter à d'autres candidats qui, eux, ont fait une formation. Donc après, on rentre dans des schémas très simples du genre, on a 12 places pour l'examen. S'il y a 12 candidats par la formation, créer une 13e place pour le candidat venant de la VAE, parfois c'est possible. Parfois, on ne peut pas, ne serait-ce que pour des raisons de plateau technique, de sécurité et autres.
Par contre, de temps en temps, il peut y avoir des défections, des candidats qui étaient inscrits qui viennent pas, des gens qui abandonnent. Donc chez nous, on essaye de suivre ça le mieux possible. On essaye dans la mesure du possible de vous faire bénéficier des opportunités qu'on a. Hein. Si vous avez plusieurs candidats en même temps, on peut même créer une session exprès. C'est déjà arrivé. Alors après, je sais que les autres organismes en général sont assez réticents parce que ça fait un peu du travail en plus. Pour ce qui nous concerne, ça fait partie de nos missions de service public. Donc on a comme devoir, disons, d'essayer de toujours trouver une solution. C'est pas toujours facile, je vous le cache pas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On va passer à la suite, sinon. Oui, bah là, on arrive vers la fin du PowerPoint. Bon, alors ça, c'est, je dirais, des préconisations, quoi. Donc, pour toutes les personnes qui sont ici, moi, je vous engage à bien connaître le réseau des référents VAE de chez nous. Il y en a dans tous les départements. Et des CCR, donc les CCR, c'est les chargés de certification régionale. Donc, c'est le cas pour ma modeste personne en Aquitaine. Et j'ai une collègue en Limousin, dont on pourra vous donner les coordonnées si vous ne les avez pas, qui s'appelle Ghislaine Gaumet, et une autre en Poitou-Charentes qui s'appelle Dominique Marcos. Donc tous les trois, c'est nous qui animons le réseau des référents VAE, et on est très régulièrement en contact avec des PRC, avec des accompagnateurs, avec d'autres organismes de formation aussi. Est-ce qu'on pourra diffuser les coordonnées? Est-ce que Oui, bien sûr. Oui. on peut les facilement, enfin facilement, est-ce que c'est possible du coup, Oui, c'est possible? bon, je pense que les gens peuvent avoir déjà les coordonnées, mais s'il y a plusieurs participants qui ne les ont pas, je vous les donne, hein, Monsieur Croze. Voilà. Donc on diffusera les coordonnées. En tout cas, on le mettra sur Réseau VE pour les conseillers PRC. Une question, une remarque, est-ce qu'on peut se mettre en contact avec les référents VE d'Aquitaine, par exemple, pour obtenir plus facilement les dates d'examen, puisque je sais que c'est bien sûr une des préoccupations, une des questions importantes bien sûr, d'avoir les dates d'examen. Pour les dates d'examen, moi j'ai accès à toute la programmation de toute la région. J'ai même en fait toute la programmation de la France. Hein. Je parle pour l'AFPA hein, uniquement. Hein. D'ailleurs, il faut que je la ressorte là parce que je sais que les collègues d'Axis et Accessible en avaient besoin. C'est pas un très gros travail, je peux envoyer ça aussi. Donc voilà, on pourra servir Cap Métier pourra servir de relais hein, sur les différentes informations transmises, diffusées, ainsi que les contacts. Voilà. Puis je vois le référent de Poitou-Charentes, Dominique Marcos. Je vais envoyer les coordonnées. À l'AFPA, nos mails sont tous les mêmes. C'est le prénom point le nom @afpa.fr. Donc il sera dans les documents complémentaires. Je vous l'envoie tout à l'heure. Ouais. Voilà, dans la bibliothèque, on les diffusera dans la bibliothèque de Réseau VE hein, sur la partie certificateur et à la suite du webinaire, les différentes réunions les référents VAE aussi. Je vous mettrai les référents VAE. Alors, en ce moment, on a pas mal de mouvements en termes de ressources humaines chez nous. Donc, il y a des référents stables et puis d'autres qui sont en train d'être nommés. Mais je vous donnerai toutes les coordonnées qu'on peut. Sachez que les CCR restent, si vous voulez, le pivot du système. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas à utiliser nos réunions d'information collective, puisqu'on peut les cibler de manière, je dirais, plus détaillée que ce que les PRC, ce que vous pouvez faire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des personnes. Et appuyez-vous sur les prestations de recevabilité et de positionnement qui sont gratuites. Depuis qu'on travaille avec les autres organismes accompagnateurs, je me suis rendu compte que, en fait, ça nous a même étonné nous-mêmes parce que nous, ces prestations-là, on les fait assez régulièrement, on sait que c'est utile, mais on ne pensait pas que c'était aussi utile que ça, honnêtement. Donc, n'hésitez pas à nous demander la recevabilité et c'est surtout les positionnements qui intéressent les structures en général. Après, c'est vrai que le travail des
des accompagnateurs, surtout, c'est de bien préparer la personne à l'examen. Et nous, ce qu'on constate, en fait, c'est que c'est surtout la mise en situation qui demande une préparation difficile parce que c'est vrai qu'il faut presque aller sur place quoi, pour se rendre compte comment ça va se passer. Donc, d'où l'intérêt de la préparation technique à la validation. En général, les dossiers professionnels, vous les faites très bien, les accompagnateurs, et vous préparez bien les gens aux entretiens aussi. C'est plus la mise en situation qui est souci. Et puis après, je le rappelle, j'en ai parlé tout à l'heure, nous, on a fait beaucoup de VAE il y a 2 ans, c'était un projet qui s'appelait la VAE collective, et on s'est rendu compte que avec des périodes de formation très courtes, de 15 jours ou 3 semaines, on pouvait facilement combler les écarts et permettre à un candidat VAE de réussir facilement son examen. Ou des fois, des périodes d'immersion d'entreprise, ça peut suffire aussi. Et avec le CPF, il y a des possibilités. Donc ça, c'est vraiment un levier intéressant. L'illustration que moi j'ai vue plusieurs fois, c'était sur le titre agent de propreté et d'hygiène, qui, comme je le disais tout à l'heure, a 2 CCP. Et clairement, il y avait beaucoup de candidats qui maîtrisaient bien le nettoyage manuel, mais qui avaient des problèmes dans le nettoyage mécanisé. Et avec un petit module de 3 semaines de formation sur le nettoyage mécanisé, les candidats réussissaient facilement l'examen. Voilà, c'est une des questions, notamment pour savoir comment ça se passe en cas de validation partielle. Vous avez en partie répondu sur cet exemple-là. Ouais. Alors, en cas de validation partielle, donc le jury remplit un procès-verbal qui indique les CCP qui sont obtenus et ceux qui ne le sont pas. En général, on recommande au jury de bien identifier les compétences qui ne sont pas acquises, ne serait-ce que pour donner des pistes pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, une suite de parcours. Suite de parcours qui permet à la personne d'obtenir les CCP qu'elle n'a pas eu. Donc là, ça veut dire que la personne sort de la démarche VAE, on n'est plus dans la VAE, et on est en démarche de suite de parcours. Et la personne, là, l'idéal, c'est souvent qu'elle fasse une petite formation ou qu'elle aille travailler, et elle peut se représenter 6 mois, 8 mois après au CCP qui lui manque, et obtenir le titre. On en a environ une centaine par an dans ma région qui sont dans ce cas-là. Autre question importante, vous avez parlé de positionnement. L'AFPA peut-il refuser de réaliser le positionnement? Il y a pas de raison qu'on refuse parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça fait partie de nos missions auprès du ministère. Ce sont des prestations que le ministère nous demande de faire. Donc, si vous voulez, c'est la commande du ministère. Donc, moi, mon travail, c'est de respecter la commande du ministère. S'il y a un positionnement qui est refusé, vous m'appelez, vous verrez qu'il sera accepté. Bon, vous avez la réponse. Donc, Non, mais il n'y a pas de raison que ça soit refusé. Ça peut être différé, il peut y avoir quelqu'un d'absent, mais je ne pense pas qu'on refusera un positionnement. Notamment quand ce centre AFPA n'accompagne pas. Au contraire, c'est pas gênant. Le positionnement, faut bien comprendre que le client du positionnement, c'est pas le candidat, c'est pas non plus l'organisme accompagnateur, c'est le ministère. Donc moi, je suis très soucieux de réaliser les prestations que le ministère nous demande de réaliser. Vous voyez, c'est une question de... Voilà, il y a le donneur d'ordre et puis moi, je suis l'organisme qui doit réaliser ce qu'on lui demande de réaliser. C'est aussi simple que ça. Et si c'est pas nous qui faisons l'accompagnement, c'est pas nous, c'est pas grave. Ça, c'est les conséquences de l'appel d'offres du conseil régional. Donc là aussi, je suis très légitimiste. Il y a des organismes qui ont été choisis, ils font l'accompagnement. Ça doit pas ce qu'il faut qu'on voit, je dirais en conclusion, c'est faut voir l'intérêt du bénéficiaire. Si la prestation de positionnement vous apporte quelque chose, on va la faire. Il faut voir l'intérêt de la personne. Alors après, des fois, j'ai des retours en disant, ensuite au positionnement, vous êtes pessimiste. Bon, voilà, c'est un avis. C'est un avis technico-pédagogique.
Après, avec la personne, vous en faites ce que vous pouvez ou ce que vous voulez. Enfin, c'est juste un avis. Est-ce qu'il y a d'autres questions donc sur tout le déroulement du parcours qui était présenté, hein. N'hésitez pas et j'aurais une question concernant, oui, au niveau statistique, en fait, par exemple, là, sur la région de Nouvelle-Aquitaine, on va dire quels sont les titres les plus demandés. Alors, vous n'êtes pas forcément, c'est pas une colle, hein, si vous n'avez pas la réponse, on peut fournir un petit peu plus tard, mais c'est intéressant de savoir au niveau les demandes des titres les plus demandés, par exemple, parce que c'est surtout sur les services à la personne, j'imagine, non? Alors, il y a une vingtaine de titres qui représentent 80 à 90% des demandes, hein. Alors, le titre qui arrive en premier, c'est assistante de vie aux familles. Ça, c'est clair, hein, c'est un titre qui a beaucoup de succès, notamment en validation des acquis de l'expérience. Après, j'ai parlé tout à l'heure d'agents de propreté et d'hygiène. On a pas mal de demandes dans tout ce qui est commerce, employés de commerce, vendeurs, grande distribution. On a pas mal de demandes aussi en secrétariat, parce qu'il y a beaucoup de personnes, notamment demandeurs d'emploi, qui font le métier de secrétariat, mais qui n'ont pas de diplôme. Et ça, sur un marché de l'emploi comme celui du secrétariat, c'est catastrophique. La personne n'arrive même pas en entretien. Donc, pour ces personnes-là, c'est très important de faire valider ses compétences. Après, en ce moment, on a beaucoup de demandes sur formateurs professionnels d'adultes, notamment à cause de la démarche qualité des organismes de formation. Tous les organismes de formation sont obligés de professionnaliser leur personnel. Nous-mêmes, on fait valider nos formateurs par FPA depuis une dizaine d'années. Et je voyais les messages, Madame Genet, là, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Parce que Ouais. Mais je crois comprendre ce qui se passe, mais on en parlera tous les deux. Peut-être, oui, effectivement, hein, y avoir la suite. Vous avez vu je sais pas, hein, sur une autre question, hein, sur des titres professionnels avec moins de technicité, par exemple comme assistant commercial, est-ce que la mise en situation s'oriente-t-elle différemment? Je comprends pas bien la question. Qu'est-ce que ça veut dire, moins de technicité? Alors, Proposition à un métier qui utilise des outils, je suppose. Là, c'est en train de taper, là. Moins de cas pratiques, de maîtrise d'outils ou de machines. J'ai pas l'examen assistante commerciale en tête, mais à mon avis, ça ressemble beaucoup à celui de secrétaire assistante, avec sans doute une mise en situation orale à un moment ou un autre. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que dans la mise en situation, pour nous, c'est un terme générique. Dans les formations techniques, la mise en situation, c'est des outils, du matériel, des machines, etc. Dans les formations tertiaires, il y a des mises en situation écrites. Donc, en secrétariat, c'est classique, hein, il y a des travaux à rendre comme des travaux qu'on pourrait rendre à un responsable avec lequel l'assistante travaille. Mais il y a aussi des mises en situation orales. Parfois, le jury, par exemple, dans le commerce, le jury joue le rôle du client qui n'est pas satisfait du produit qu'il a acheté. On a même, pour certains titres comme aide à domicile, des acteurs. Sur l'aide à domicile, on a des acteurs ou des actrices qui jouent le rôle de la personne aidée. Est-ce que, c'est une remarque, mais je sais pas si c'est possible, ça peut peut-être intéresser quelques conseillers, c'est de pouvoir, lorsque c'est possible, pouvoir assister peut-être lorsque possible, à des jurys. Je trouve que c'est très intéressant quand c'est possible, en tant que voilà, c'est une question. Peut-être que quelques conseillères seraient peut-être intéressés, si c'est possible, de pouvoir assister à. Assister à un examen, c'est difficile. Parce que le lieu de l'examen, si vous voulez, demande à être sanctuarisé, entre guillemets, hein. Un candidat qui échouerait à son examen
pourrait dire quelque chose du genre, mais il y avait plein de gens qui nous regardaient bizarrement par la fenêtre. Moi, ça m'a perturbé. Et je vous parle de choses qui, voilà, on a des recours sur des examens, ça peut arriver. Par contre, vous pouvez il suffit de prendre rendez-vous, vous pouvez visiter un plateau technique et voir de quoi il s'agit. Mais la recommandation que je pourrais vous faire, c'est que c'est surtout intéressant si vous êtes confronté à ce type de métier, quoi, pour vous rendre compte de comment risque de se passer l'examen. Mais tout à l'heure, je disais qu'en fait, il y a 20 formations, enfin 20 titres, sur lesquels on a 80 à 90% des demandes. J'ai commencé à les citer un peu tout à l'heure. Les métiers très, très, très techniques de l'industrie et du bâtiment, on a assez peu de demandes, en fait. La demande VAE est concentrée sur le tertiaire. Donc, sur les plateaux techniques les moins spectaculaires, si vous voulez. C'est souvent sur des ordinateurs que ça se passe, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, pour clôturer cette première session? Je crois que c'était quand même assez clair. Donc, une deuxième session aura lieu la semaine prochaine. Permet à tout le monde, en fonction de disponibilité, du coup, de suivre et de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, merci, Monsieur Bardot, de vous rendre disponible sous cette forme d'échange-là, du coup, avec les professionnels de la VAE. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer, en tout cas, voilà, des remerciements, clôturer sous Je peux donner mes coordonnées tout de suite pour les personnes qui sont là. Donc, par mail, c'est le plus pratique, bruno.bardot, BARDOT, @afpa.fr, et le téléphone 06 67 10 89 25. Alors, 67 10 89 25. Et je le redonne à Monsieur Croze. Voilà, ce qu'on va faire, c'est, si vous êtes d'accord, c'est du coup sur une page de diaporama, peut-être mettre les coordonnées, vos coordonnées, ceux de vos collègues sur les territoires que vous avez cités, peut-être, et ça permettra que les conseillers puissent avoir des relais sur les territoires. Merci bien en tout cas, Monsieur Bardot. Merci à la participation des conseillers et conseillères en tout cas. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette session-là, une autre session la semaine prochaine, mardi prochain à la même heure en tout cas. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.